Si tu investis 1000 euros à 10% par an sur 30 ans, ton capital va faire x 17 et tu te retrouveras avec 17 400 euros. Mais maintenant, si tu arrives à grappiller 1% seulement de performance en plus, soit 11% par an, tes 1000 euros seront transformés en 22 900 euros. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 hacks qui ont pour but d'aller te faire gagner ce petit pourcentage en plus sur ta performance boursière. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je veux que tu comprennes que le but de ces hacks n'est pas d'augmenter ton risque, mais plutôt de diminuer ton risque en augmentant légèrement ta rentabilité future. Donc pour ce faire, tu peux oublier tout ce qui est options, produits dérivés, trading, etc. Le but ici, c'est vraiment que ce soit le plus passif possible et que ce n'est pas quelque chose qui te rajoute du travail dans tes analyses et dans tes investissements. Le premier hack de la liste est sans doute le plus évident et le plus connu, c'est réduire tes frais au maximum. Alors pour réduire tes frais, il y a plusieurs choses auxquelles tu dois faire attention. La première chose, c'est évite de passer 10 000 ordres par mois, par jour, par semaine, peu importe. Je vois beaucoup trop de personnes qui investissent un petit peu toutes les semaines, qui achètent 10, 20, 30 actions tous les mois afin d'avoir un portefeuille diversifié. Évite également, concentre-toi sur avoir 1 ou 2 transactions maximum par mois parce que moins tu as de transactions, moins tu as de frais. Alors tu vas me dire oui, mais j'ai un courtier sans commission. Et même avec les courtiers sans commission, tu as des frais, que ce soit sur le frais de change de devise et également sur le prix auquel tu vas acheter ton actif. Regarde quand tu voyages, quand tu veux changer tes euros en dollars par exemple, tu vas aller à un bureau de change qui va te dire ok, avec 1 euro, tu vas récupérer 1,10 $. Eh bien, peut-être que si tu vas au bureau de change qui est 50 mètres après, on va te dire avec 1 euro, tu auras 1,11 $. Pourtant, les deux sont sans commission, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te faire payer la transaction. En revanche, ils ne vont pas te vendre ton dollar au même prix. Ben là, c'est pareil avec les courtiers. Donc, méfie-toi des courtiers sans commission parce que ces courtiers doivent bien se rémunérer à un endroit ou à un autre, soit sur les frais de change de devise, soit sur le passage d'ordre. Évite, quoi qu'il arrive, peu importe ton courtier, de passer 10 000 ordres par mois et concentre-toi sur 1 à 2 transactions par mois. Je sais que ça peut te paraître un peu compliqué et ça peut faire peur parce que si tu fais 1 ou 2 transactions par mois, surtout si ton portefeuille a moins de 3 ans, tu risques d'être concentré parce que le premier mois, admettons que tu achètes un actif, ben, tu auras 100% dans cet actif. Si tu en achètes 2, tu auras 50-50 à peu près. Donc forcément, au début, ton portefeuille sera très concentré. Mais encore une fois, vise l'investissement long terme. Donc si tu vises le long terme, c'est pas grave si sur 6 mois, tu es un peu plus surexposé à un secteur, tu es surexposé à une entreprise parce que sur 2, 3, 4, 5 ans, au final, ça va se rééquilibrer en diversifiant tes achats au fur et à mesure. Donc évite, s'il te plaît, de faire trop de transactions tous les mois. Personnellement, je fais maximum 2 transactions par mois depuis 3 ans maintenant. Je paye pour un achat à 5 000, 5 500 $ sur Interactive Broker, je paye 30 centimes de frais de passage d'ordre. Donc ça va pour ce que c'est, quoi. Le deuxième hack pour augmenter ta rentabilité en bourse, c'est d'arrêter le DCA. Ok, le DCA, c'est probablement une des plus grosses conneries que je vois à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, dans le monde de la finance et de l'investissement pour les particuliers. Alors le DCA, si tu ne sais pas ce que c'est, ça consiste à prendre un actif ou plusieurs actifs et investir à intervalles réguliers sur cet actif, peu importe s'il monte ou s'il descend. Donc ça veut dire que tu vas lisser le prix sur le long terme. Donc là, avec le DCA, on part du principe que l'actif va jamais cesser de monter. Donc même si tu l'achètes trop, c'est pas grave parce que vu qu'il ne cesse jamais de monter, eh bien tu dépasseras toujours les plus hauts historiques. Et l'idée avec ça, c'est de pas se prendre la tête avec la valuation, etc. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens d'acheter surévalué. Je trouve qu'il vaut mieux soit attendre, soit aller sur un autre actif si l'actif en question sur lequel on veut investir est surévalué. Donc moi, je te recommanderais plutôt de faire du DVA, donc du Dollar Value Averaging. Ça consiste ici, au lieu d'investir tous les mois à intervalles réguliers sur le même actif, concentre-toi sur investir uniquement sur des actifs qui sont sous-évalués. Alors oui, encore une fois, il y a peut-être des moments où ton portefeuille sera un peu plus concentré sur certains actifs qui sont sous-évalués, mais sur du long terme, ça s'équilibrera, t'inquiète pas là-dessus. Ce qui nous emmène au troisième hack, de toujours vérifier le niveau de valuation de l'actif. Alors oui, je te l'accorde, c'est pas toujours simple de savoir à quel prix, quel est le juste prix pour une société, pour une action, surtout quand on veut aller au-delà du PER, parce que ok, on a le PER, Price Earning Ratio, on veut qu'il soit inférieur à 15 ou à 20, globalement ça c'est facile, tous les sites de bourse vont te l'indiquer. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin et être un peu plus précis, il va falloir essayer de trouver la valeur intrinsèque. Et c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours envie d'aller faire les calculs à la main, on connaît pas forcément toutes les formules. Donc si tu veux pas t'embêter avec ça et que tu veux faire une recherche rapide pour savoir quel est le juste prix d'un actif, je t'invite à aller sur le site qui s'appelle
Alpha Spread. Alors c'est un site payant, mais en créant des comptes gratuits ou en faisant en navigation privée, tu peux arriver à avoir une ou deux analyses par semaine, il me semble. Donc tu regardes là-dessus, tu mets le nom de l'entreprise et ça te donnera la valeur intrinsèque. Ça te dit également les modes de calcul qu'ils utilisent pour donner la valeur intrinsèque. Ça te donne des propositions en étant optimiste, pessimiste ou on va dire neutre. Et je trouve que c'est un excellent moyen de rapidement vérifier si l'action en question est surévaluée, sous-évaluée et à peu près à quel niveau. Si tu vois que par exemple elle est sous-évaluée de 10%, bah, tu peux dire ok, elle est plus ou moins à son juste prix à l'heure actuelle. Maintenant, si tu vois qu'elle est surévaluée de 20 ou 30, 40%, là tu dis ok, elle est peut-être un peu chère, il va falloir que je creuse un peu plus mon analyse avant d'investir ou alors je passe à autre chose parce que c'est clairement trop cher. Ce site te permettra d'avoir cette vue vraiment rapide sans que tu aies à faire tous les calculs. Alors bien sûr, c'est quand même mieux de faire les calculs, de le faire par toi-même et d'apprendre à évaluer le niveau de valuation d'une entreprise, mais si tu veux pas te prendre la tête, si tu veux pas faire ça, au moins fais cette vérification avec ce site. Morningstar sur Interactive Broker propose aussi des fair value, comme ça au moins ça te permet de pas acheter bêtement des actifs qui sont beaucoup trop chers. D'ailleurs, si investir dans les entreprises sous-évaluées est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras en lien gratuitement dans la description une liste de 43 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans et qui semblent à l'heure actuelle sous-évaluées. Je t'invite à y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Le quatrième hack que je vais te présenter est une règle que j'ai mise en place et qui a vraiment sauvé certains de mes investissements et la rentabilité de mon portefeuille. Il s'agit de conserver au minimum 3 ans les actifs que tu viens d'acheter. Donc quand tu achètes une action et que tu vois que ça va pas dans le sens que tu veux, que le marché est en train de s'effondrer, même si ça perd 50-60%, ne revends pas et attends toujours au moins 3 ans. Peu importe s'il y a que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, si le bord de direction change, si le dividende est coupé, s'il y a moins de bénéfices qui sont attendus, attends au moins 3 à 5 ans avant de prendre une décision de revente parce que dans cette période de temps, l'entreprise peut largement rebondir. Et l'autre chose que beaucoup de personnes oublient de dire, c'est une fois que tu as pris ton moins 50%, si tu revends maintenant en pleine panique des marchés, ben, il faut que tu trouves un actif qui soit en mesure de faire la performance qui va regrouper ça, qui va rattraper la perte ou alors qui va faire une meilleure performance que cet actif après une perte. Sauf que la majorité des études en bourse montrent que cette entreprise, elle va potentiellement pas faire faillite si tu as bien fait ton travail avant, donc elle va potentiellement remonter. Donc l'idée ici, c'est que vu qu'elle a passé sa tempête et qu'elle va remonter, toi, si tu veux aller sur un autre actif parce que tu es effrayé par cette tempête, tu dois retrouver quelque chose qui risque d'avoir la performance et de recopier cette performance, qui est très 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 compliqué. C'est pas parce que tu vas sur un autre actif qui te semble mieux qu'il aura une meilleure performance que celui-ci après sa baisse. Donc je te recommande ici de plutôt attendre 3 ans à 5 ans et si après ce délai, tu vois que l'actif, il n'y a rien qui s'arrange, que ça n'a pas vraiment remonté ou que tu as récupéré qu'un petit peu, là potentiellement tu peux prendre ta décision de revente. J'ai fait ça sur plusieurs de mes entreprises que j'ai en portefeuille et ça m'a vraiment aidé. Pour te donner l'exemple, je pense que c'est une entreprise les plus connues, j'ai commencé à acheter Intel il y a environ 3-4 ans parce que l'entreprise avait commencé à baisser, j'avais pas fait ce travail de valuation malheureusement et l'entreprise n'a fait que baisser, que baisser, que baisser, j'étais à moins 40 ou moins 50% à une époque et là l'année dernière en 2023 l'entreprise a fait plus 100%, donc ça a rattrapé mes pertes et je peux revendre l'entreprise sans avoir de moins-value et avec une légère plus-value grâce justement au fait que j'ai attendu. Parce que si je n'avais pas attendu, si je m'étais dit que c'était la fin parce qu'ils avaient une ou deux mauvaises années, j'aurais revendu dans la panique et j'aurais perdu 50% sur cet investissement. Et là, le simple fait d'attendre, déjà l'entreprise a fait plus 100% sur l'année et en plus de ça, je peux revendre sans perdre mon capital et aussi m'en séparer parce qu'elle ne colle plus aux critères que j'avais définis avant d'investir. Donc applique cette règle des 3 à 5 ans, ça devrait beaucoup t'aider sur la performance de ton portefeuille et surtout à mieux dormir la nuit et à être moins stressé dès que tu vois que les marchés baissent. Le 5e hack va être de diversifier ton portefeuille par secteur. Je vais partir du principe que tu es un investisseur particulier qui n'a pas 10 000 heures par mois à consacrer à l'analyse et à la bourse, donc tu ne veux pas passer plus de 2 heures par mois à gérer ton portefeuille et à trouver des opportunités. Donc pour ça, je te recommande d'être diversifié sur les 11 secteurs boursiers. Comme ça, tu seras à l'affût de toutes les opportunités possibles et tu seras surtout exposé à tout ce qui peut se passer. S'il y a un secteur qui vit la période économique moins bien, tu auras un autre secteur qui pourra compenser et inversement. Donc essaie de t'exposer à tous les secteurs. Il y en a 11. Donc il y a technologie, communication, industrie, utilitaire, immobilier, santé, consommation courante, consommation discrétionnaire, énergie, finance et matériaux de base. Donc essaie d'avoir des entreprises dans un petit peu tous ces secteurs. Ça te permettra de bien dormir la nuit et surtout d'être très bien diversifié. Comme ça, s'il y a un secteur qui est un peu moins bien, les autres rattraperont. Maintenant, si tu commences à avoir un peu d'expérience en investissement et que tu as beaucoup plus de conviction sur un secteur à un moment donné ou sur un secteur en particulier, tu peux te permettre d'y allouer un peu plus
plus de ton capital et maximum vraiment 25% de ton portefeuille boursier sur un seul et unique secteur. Essaie de ne pas aller au-delà de ces 25%, sinon tu risques de prendre trop de risques sur ton portefeuille. Le 6e et avant-dernier hack consiste à arrêter de suivre les analystes. Les analystes, tu sais, c'est ces personnes qui disent « Ah, je pense que l'action va aller à tel prix, je pense que cette action va chuter, je pense que l'économie va tomber. » Vraiment, évite d'écouter les analystes qui prédisent, que ce soit des bonnes prédictions ou des mauvaises prédictions. Plein d'études qui montrent que les analystes ont tort dans 60% des cas. Et ce, peu importe l'analyste. C'est-à-dire, peu importe si le mec travaille chez Goldman Sachs et il a un bac +8 en finance, qu'il est ultra intelligent, qu'il a un QI à 450, ou que ce soit un mec sur YouTube qui partage son lifestyle et ses investissements, il y a plus de 60% de chances que cette personne ait tort sur ses analyses et que ça ne t'apporte rien dans tes investissements. Petite mention spéciale pour les économistes, ok? Donc on confond souvent avec des analystes. Les économistes, il faut encore moins les écouter. Il faut plutôt se servir de leur recherche pour investir mieux. La différence entre un économiste et un investisseur, c'est que l'économiste, lui, il part d'un constat et il essaie d'expliquer comment on en est arrivé là ou par quel principe économique nous sommes passés pour arriver à tel résultat. L'investisseur, lui, va plutôt chercher des entreprises qui sont capables de résoudre les problèmes qui ont été mis en avant par l'économiste. Donc pourquoi pas te servir du travail de l'économiste pour tes recherches d'investissement et pour trouver les entreprises qui seront capables de pallier à ces challenges, mais ne te sers pas de l'économiste comme recommandation d'investissement. En règle générale, ils sont assez mauvais en termes d'investissement. Un économiste est rarement un très bon investisseur. Ça n'enlève pas le fait que son travail est utile, que son travail est bon, mais ne confonds pas économiste et investisseur qui sont deux compétences totalement différentes. Le 7e et dernier hack de cette liste est probablement le plus obvious, j'ai envie de te dire, c'est investir. C'est assez bête dit comme ça, mais plus tu vas investir, plus tu vas acquérir de l'expérience. Donc au début, si tu démarres un investissement, c'est possible que tu fasses des erreurs, que tu aies peur aussi d'investir, mais plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre tes erreurs, plus tu vas te dire ok, ça je l'ai peut-être moins bien fait, ça je l'ai très bien fait, voici comment mon portefeuille a réagi à telle ou telle décision. Donc note-toi aussi tous les investissements, note-toi les raisons à chaque fois pour lesquelles tu fais un investissement et reviens-y de temps en temps, comme ça te permettra de progresser et de gagner en expérience pour prendre des meilleures décisions au fur et à mesure. Une autre chose assez simple que tu peux faire pour améliorer tes analyses et tes prises de décision, ça va être de consommer du contenu produit par des experts en investissement. Quand je dis experts en investissement, on va parler ici par exemple de gérants de fonds qui ont de vrais résultats, qui sont prouvés, qui sont potentiellement cotés en bourse, qui ont plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'actifs sous gestion. En règle générale, ces personnes ont quand même de très bonnes compétences en investissement et en prise de décision, donc ils pourront t'aider là-dessus. Donc écoute leur podcast, leur rapport trimestriel, leur rapport annuel quand ils en font et leurs interviews. C'est un très bon moyen pour toi de progresser là-dedans et d'aller récupérer soit des idées d'investissement, soit de voir un petit peu les biais par lesquels tu peux passer pour éviter de faire des erreurs que soit eux ont pu commettre, soit eux voient à chaque fois qu'ils investissent sur les marchés. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire quels sont les hacks que toi tu utilises pour améliorer la performance de ton portefeuille. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de la référencer. Et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!